Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être en votre compagnie en ce dimanche 10 décembre. Voici le sommaire de ce journal. La célèbre course de Noël s'est déroulée ce dimanche matin. Plus de 1500 sportifs se sont retrouvés pour arpenter à pied les 10 km de course. Nous reviendrons sur le Giro des Natales et notamment son aspect solidaire. Du côté du stade Louis II, ce sont les judokas qui se sont retrouvés pour s'affronter à l'occasion du 28e tournoi international de judo de Monaco. Nous recevrons l'organisatrice Sophie Vincent. Faire de Monaco une terre d'excellence en matière d'inclusion du handicap, voilà le projet voulu par le gouvernement et qui a été présenté au Yacht Club cette semaine. Lionel Galfray, conseiller technique en charge des personnes handicapées, sera avec nous pour nous détailler dans quelques instants ce projet. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a pourtant marqué l'histoire de la principauté. L'officier Alexandre de Knorré a eu un destin hors du commun. Vous allez pouvoir le découvrir dans ce journal. Une incroyable exposition d'œuvres de Pablo Picasso est à retrouver à la Galerie Moretti Fine Art. C'est une sorte de vue d'ensemble de la carrière de l'artiste. 32 pièces sont ainsi à découvrir jusqu'au 22 décembre. Et puis nous terminerons ce journal par votre chronique Ceux qui font Monaco, avec cette fois un passage du côté de la pâtisserie Riviera. C'est le rendez-vous de fin d'année en principauté pour les amateurs de course à pied. Au Giro des Natales a rassemblé plus de 1500 participants sur la ligne de départ ce dimanche. Cette édition était historique puisque c'est la première fois que des athlètes transplantés ont pu participer à un événement sportif à Monaco. Explication de Yannick de Bever sur des images de Lionel Bernardi. Au Giro des Natales, c'est la course à pied la plus populaire de Monaco. Pour cette 28e édition, plus de 1500 personnes ont récupéré leur dossard pour courir les 10 km à travers la principauté. Et parmi eux, des athlètes transplantés adultes et enfants. C'est la toute première fois que des personnes greffées peuvent participer à un événement sportif en principauté. Pour moi, ça ressemble beaucoup, quoi. Ça veut dire qu'on peut courir justement après la greffe. Et on est venu pour remercier les familles des donneurs, et grâce à eux, on peut courir, quoi. Et vraiment, vu que c'est une première à Monaco, c'est vraiment un honneur d'être invité justement par l'association MLD. Et c'est vraiment un plaisir de venir ici. Monaco Liver Disorder et Transform se sont donc associés pour faire de cette course de Noël monégasque une édition historique. Mais dans le domaine associatif, ce n'étaient pas les seuls puisque l'ASM Joëlette était également présente pour faire courir des pilotes en situation de handicap. La Joëlette, c'est un outil de transport qui nous permet de véhiculer des personnes en situation de handicap physique ou psychique. Ça nous permet de transporter des adultes comme des enfants. Et donc aujourd'hui, on est venu participer à cette course pour permettre à nos pilotes de vivre une compétition au même titre que les Viadils et surtout de leur faire vivre un très bon moment au sein de nos équipes. Le vainqueur du 10 km a couru en 31 minutes 15 et 12 minutes plus tard, Lionel, bénéficiaire d'une greffe de foie en 2016, passait la ligne d'arrivée. Un peu fatigué, bon, super cool, super parcours, 2 petites montées bien dures. Et sinon, j'ai pris du plaisir, c'était vraiment super sympa, quoi. Grand courage à tous les transplantés ou en attente de greffe, on peut faire plein de choses, donc ne désespérez pas et prenez soin de vous. Ce Giro des Natales historique était une fois de plus un énorme succès populaire et beaucoup se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine. Et toujours dans le domaine sportif, quelques résultats ce week-end. Tout d'abord en basket, la Roca Team l'a emporté cet après-midi face au Portel à l'extérieur, 74-67. Monaco reste leader du championnat de France et se déplacera en Turquie pour affronter le Fenerbahçe en Euroleague ce vendredi. En foot, une victoire également, et là aussi à l'extérieur. Pour la 15e journée de Ligue 1, la SMFC s'est imposée face à Rennes, 2-1, grâce notamment au portier monégasque qui a su arrêter l'attaque rennoise et qui n'a laissé rentrer dans ses filets qu'un pénalty. Monaco reste 3e au classement, à 2 points du dauphin niçois qui l'a emporté 2-1 face à Reims. Prochaine rencontre des monégasques au Louis II, vendredi 21h, face à une équipe lyonnaise en grande difficulté en ce moment. En bobsleigh, à La Plagne, se jouait ce week-end la Coupe du Monde. Et bien en bob à 2, Boris Vian a terminé 13e sur 19 participants pour sa première Coupe du Monde de la saison en tant que pilote. A noter quand même qu'il réalise avec Antoine Rioux la 2e meilleure poussée de la compétition. Autre actu sportive du week-end importante. Depuis près de 3 décennies maintenant, Monaco accueille de grands judokas au moins une fois par an à l'occasion d'un grand tournoi. Et nous sommes avec l'organisatrice Sophie Vincent. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes la présidente de la Fédération monégasque de judo et ce dimanche s'est tenu le 28e tournoi international de judo de Monaco au stade Louis II. Parlez-moi de ce tournoi du niveau. Ce n'est pas n'importe qui peut y participer.
Oui, tout à fait. Alors c'est un tournoi international, donc avec vraiment des sélections par les fédérations présentes. On a un très beau niveau chaque année, et encore particulièrement cette année, puisqu'on est toujours dans la course à la sélection pour les Jeux Olympiques. Donc de nombreuses équipes ont des candidats aux Jeux Olympiques en leur sein, et donc c'est un bon niveau avec de très beaux combats. Et il doit y avoir une certaine émulation, j'imagine, parce qu'on est proche des JO, là c'est cet été effectivement. On le sent particulièrement cette année. Les judokas ont besoin de faire des points, de se montrer auprès des sélectionneurs, des équipes nationales, de se montrer auprès de leurs entraîneurs. Certains ne sont pas encore sélectionnés, donc oui, bien sûr, il y a un effet Jeux Olympiques aussi sur ce plateau cette année. Quelles sont les équipes, les compétiteurs présents ? Alors on a le Japon, on a une équipe japonaise, on a une équipe ukrainienne, on a une équipe italienne, on a une équipe de Monaco, qui n'a pas démérité d'ailleurs. Et puis on a des sélections françaises, l'INSEP par exemple qui est présent, France Judo, etc. Du point de vue des affrontements, comment ça se déroule? Parce que c'est une compétition par équipe, hein, c'est ça? C'est tout à fait une compétition par équipe, par poule également, donc ce qui garantit à chaque équipe de faire au moins 4 combats, 4 rencontres. Et à l'issue des poules, les 4 meilleurs sortent et on passe aux demi-finales. C'est un tournoi qui a évolué avec le temps, parce que je vois qu'on en est quand même à la 28e édition. Tout à fait. 28e édition, sachant qu'il y a eu 2 éditions blanches pour cause de Covid. Donc effectivement, 28e édition, c'est un tournoi qui a beaucoup grandi depuis ses débuts, qui a acquis une très belle renommée internationalement auprès des fédérations internationales, qui fait partie du calendrier international de l'European Judo Association maintenant. Donc petit à petit, il a acquis une belle renommée, une belle réputation. Et chaque année, désormais, on a un très belle sélection. Et c'est un tournoi qui, depuis des années, est un hommage également à votre papa, Gérard Bertrand. C'est important, j'imagine, pour vous de reprendre le flambeau? Alors c'est particulièrement important, bien sûr, pour moi, mais pas que, puisque le judo à Monaco, c'est une famille. Et c'est ce qui aide d'ailleurs dans les moments difficiles. Donc on a tous à cœur de faire en sorte que ce tournoi perdure d'abord et puis continue de grandir par mémoire effectivement par rapport à mon père. Et sachez donc que nous reviendrons plus largement dans l'édition de lundi sur la compétition en elle-même. Sophie Vincent, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci Fabien. En bref, sachez que Pierre Frolat, ancien recordman du monde d'apnée, organise des stages de perfectionnement de 2 à 4 jours en apnée profonde. Si vous êtes intéressé pour découvrir les secrets de la plongée, vous pouvez réserver vos places par mail à stagepierrefrolat@monaco.mc. Je vous l'ai dit en titre, le gouvernement a présenté son plan national pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Ce projet baptisé Handipact Monaco est mené par Lionel Galfré. Julia Vial s'est entretenue avec lui. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent sur Monaco Info. Alors parlez-nous finalement concrètement de ce projet qui vient tout juste d'être présenté au Yacht Club de Monaco et qui doit améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Concrètement, ce projet il a pour ambition d'arriver à l'inclusion de tous les handicaps en principauté. Et l'objectif, c'est que Monaco soit prêt dans quelques années, que chacun de nous soit prêt à accueillir des personnes en situation de handicap, à accueillir, à former, à éduquer, à soigner, à employer des personnes en situation de handicap. C'est ça tout l'objet du plan, avec des mesures très concrètes qui vont être mises en œuvre rapidement et en concertation avec les associations et l'ensemble de la société monégasque. La politique nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap concerne 9 domaines bien précis d'action, c'est ça? Absolument, 9 domaines bien précis d'action. Il faut bien qu'on se rende compte que la situation des personnes qui souffrent de handicap concerne tous les éléments de leur vie, de leur naissance à leur disparition. Le fait de vivre implique qu'on puisse fréquenter des commerces, qu'on puisse travailler, qu'on puisse se former, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse se soigner. Et l'ensemble de ces thématiques est importante à aborder et c'est à l'ensemble de ces thématiques sur lesquelles il faut travailler ensemble. Plus d'inclusion en principauté, c'était une vraie nécessité malgré l'énorme travail des associations et du gouvernement finalement tout au long de l'année?
Absolument, c'est ce que je disais, beaucoup de choses sont faites en principauté. On a une base solide qui est rendue possible grâce à l'action du gouvernement et des associations depuis des années. Aujourd'hui, il faut passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est que l'ensemble de la société prenne conscience de ce qu'est le handicap et que chacun à son niveau, nous avons quelque chose à faire pour être prêt demain et pour arriver à avoir une société la plus inclusive possible. Pour être très concret, peut-on parler de quelques grands projets majeurs qui sont en cours? Je pense notamment au foyer de vie qui doit être créé, je crois, dans le quartier Platy. Oui, absolument. Il y a tous ces projets qui sont en cours, qui consistent à se doter de structures qui seront capables d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi d'autres projets que nous pouvons lancer rapidement, qui concernent l'accessibilité des commerces, qui concernent la carte de priorité aux personnes handicapées dont on a parlé, des choses très concrètes qui peuvent aider dès demain, dans leur quotidien, les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est faisable. C'est vrai que voilà, on parle un petit peu d'infrastructure, mais l'inclusion, c'est aussi la vie professionnelle, la vie sociale. Comment comptez-vous vous y prendre pour un petit peu rendre plus accessibles des domaines de vie qui sont tout de même très importants pour ces personnes en situation de handicap? Alors c'est tout l'enjeu de l'inclusion, c'est de penser dès le début des projets au fait qu'on va pouvoir être confronté à des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire tout simplement penser à elles. Penser à accueillir dans un commerce, penser à savoir dire bonjour dans la langue des signes, comme je l'ai fait tout à l'heure à plusieurs reprises. Il faut donner des signes aux personnes en situation de handicap qu'on a pensé à elles. Et à partir du moment où on a pensé à elles, on s'est préparé. Et on rend la ville et la société accessibles à toutes ces personnes. C'est ça la politique Handipact, je suis prêt, avec bien sûr des moyens qui vont être mis en place derrière et qui vont suivre. D'autant que, précisons-le, mais je crois que 80% des personnes en situation de handicap, ce sont des handicaps invisibles. Donc c'est vrai que par moment, pour s'en rendre compte, cela peut compliquer quelquefois les choses. Absolument. On a tendance à résumer le handicap au pictogramme en fauteuil roulant. Et c'est un sésame pour les gens qui souffrent de handicap. Mais ça peut faire penser aux gens que le handicap, c'est ça. Non, 80% des handicaps sont invisibles. Et ça, il faut le dire. Il faut expliquer les handicaps, les faire comprendre. Et quand ils seront compris, ils seront acceptés, intégrés et même inclus. Merci beaucoup à vous, Lionel Galfrey, pour toutes ces précisions. Je le rappelle, sur la politique nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap à Monaco. Merci beaucoup. Passons à une conférence organisée à la Maison de France cette semaine. L'Union des Français de Monaco et le Corps des Carabiniers du Prince ont retracé l'incroyable destin de l'officier Alexandre de Knorré, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Né en 1894 en Russie, Alexandre de Knorré est issu de la noblesse héréditaire du gouvernement de Saint-Pétersbourg. Il débute ainsi sa carrière militaire dans le premier corps des cadets de l'empereur Nicolas II. C'est donc sous ses couleurs qu'il combat durant la Première Guerre mondiale. Il a un parcours assez atypique parce qu'il a porté 4 uniformes différents militaires tout au long de sa carrière. Donc il a commencé en Russie, donc avec les tsars. Donc après, il est passé au niveau iranien, où il a exercé en tant que capitaine pour le Shah d'Iran. Après, il a fait une grosse partie au niveau de la Légion étrangère, avec plus de 20 ans de service, pour finir chez nous, à la Compagnie des Carabiniers du Prince. Grâce à ses connexions avec la Légion étrangère, Alexandre de Knorré crée d'abord des liens forts avec le prince Louis II. Ses services sont recommandés à la principauté par le colonel Lambert. Et après, les relations viennent, donc quand il prend la suite, quand le prince Régnier prend la suite de son grand-père. Et du coup, les rapports sont francs et cordiaux tout au long de sa carrière. Et très important, donc surtout l'initiative de l'Union des Français de l'étranger, qui nous a proposé le projet. Et c'est vrai qu'au vu de son parcours, c'était un bel hommage de ce soir de faire une conférence. En marge de cette conférence, une exposition d'objets représentatifs de l'époque du commandant Alexandre de Knorré a été dévoilée au public.
Parlons art à présent. Après le Palais Princier, l'univers de Pablo Picasso s'invite dans une galerie de la Principauté. Une collection de 32 pièces inédites exposées jusqu'au 22 décembre à la galerie Moretti Fine Art. Reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Tout commence en 1998. Peter Drisman achète son premier Picasso. Avec sa femme Olga, il décide de constituer une collection d'œuvres afin de montrer toutes les facettes de l'artiste espagnol. Après 25 ans de travail et avec l'aide d'un consultant, la collection rassemble 32 œuvres, un ensemble de pièces inédites à découvrir à Monaco, à la galerie Moretti Fine Art. It's a sort of survey of Picasso over really from the blue period through to 1960 is the latest that there's a work in the collection. And it's been a fascinating experience working together, but trying to select things that show different characteristics for Picasso from different moments of his life, but also looking for quality and looking for value. Sono installato a Monaco dal 2017, io penso che Monaco oggi sia una realtà molto importante per l'arte e per il mercato dell'arte. Ho questa galleria a Londra, questa collaborazione con Ward Moretti e mi sembrava un'occasione straordinaria quella di poter portare tutte queste opere di questa collezione di Picasso in questa città. Œuvres sur papier, céramique, sculpture, ces 32 pièces sont à découvrir jusqu'au 22 décembre. En bref, l'IUM, l'Université internationale de Monaco, a organisé sa grande remise de diplôme ce samedi au Grimaldi Forum avec le traditionnel chapeau des diplômés et bien sûr le pompon qui symbolise la réception du diplôme puisque ce pompon se porte à droite en début de cérémonie puis à gauche une fois l'étudiant promu. Le mois de décembre est une période où l'on est un peu gourmand, notamment en termes de gâteaux au chocolat ou de bûches pâtissières. Pour votre chronique Ceux qui font Monaco, nous retrouvons Christina Thomel près d'une célèbre pâtisserie monégasque. Oui, aujourd'hui c'est dans un lieu qui vous rappellera forcément un souvenir d'enfance que je vous emmène. Ouvert depuis 1955, la pâtisserie Riviera fait le bonheur des enfants à la sortie de l'école, mais aussi des parents. Cette boutique est née dans les années 1900, c'était 1955, grâce à l'idée de deux pâtissiers de Monaco, monsieur et madame Ardoin, qui ont créé cet univers. Et depuis, la pâtisserie Riviera était toujours le point de référence pour la clientèle monégasque, parce qu'ils ont créé cet univers fait par des gâteaux, de la pâtisserie, des chocolats. Et surtout, la chose très importante, c'est qu'ils créent les gâteaux, comme aujourd'hui encore nos pâtissiers, à côté de la boutique. On a 4 pâtissiers qui arrivent à 4 heures du matin et qui préparent les viennoiseries, les gâteaux, le chocolat. Donc c'est vraiment cette attention pour les matières premières et surtout pour la fraîcheur des produits. On essaye de faire des propositions le plus possible variées. Par exemple, on a une gamme sans gluten qui est beaucoup appréciée par nos clients. Sans gluten, mais c'est très bon, dans le sens qui est fait avec de la poudre d'amande. Et après, on a nos spécialités, les gâteaux au chocolat, on a des spécialités de la pâtisserie russe, de la tradition russe, et bien sûr, tous les gâteaux de la tradition française. Nous, on a toujours des collections. Cette année, par exemple, pour Noël, on s'est inspiré au Noël de la tradition, donc de l'époque victorienne, parce que dans des moments pas faciles, je pense qu'on a besoin de la tradition. Donc on s'est inspiré pour l'époque, pour les couleurs, pour le choix des rubans, des boîtes. Évidemment, après tout ce qu'on va mettre dans nos coffrets. C'est magnifique parce qu'à 16 heures, la boutique elle est inondée d'enfants pour les viennoiseries, pour les gâteaux. Et c'est vraiment là, on se rend compte que la pâtisserie, c'est le pays aux merveilles pour les enfants. Et puis une nouveauté pour la maison Riviera cette année, pour accompagner peut-être vos gâteaux, notamment durant la période de Noël. Une bouteille de champagne vient de sortir, elle s'appelle Riviera, en hommage à l'établissement. Le champagne est issu d'un petit viticulteur venu évidemment de Reims. À consommer avec plaisir et avec modération. Il a fait beau ce dimanche, à quoi doit-on s'attendre lundi, Yannick ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Cette nouvelle semaine démarrera comme ce dimanche avec
un joli soleil et des températures plutôt agréables. Comptez 12 degrés au lever du jour et 17 pour la maximale. En ce lundi 11 décembre, nous fêtons Saint-Daniel et puis, en cette période hivernale, la montagne est à l'honneur puisque depuis 2003, le 11 décembre est synonyme de journée internationale de la montagne. Une journée pour sensibiliser à la fragilité et l'importance des massifs montagneux. Merci Yannick. Et c'est d'autant plus important que certaines stations des Alpes du Sud ont ouvert ce week-end et qu'il ne faut pas y faire n'importe quoi, il faut les préserver. Que s'est-il passé en principauté à la même période les années précédentes? On se quitte avec le flashback de la semaine. Vous retrouverez Émilie Rousseau dès demain 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.